Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue à cette cinquième version de Procure en parle, ce webinaire. On se retrouve tous les jeudis à 16 heures, du moins heure de Montréal, pour discuter de différents sujets autour, évidemment, du cancer de la prostate. C'est ce dont il était question et qu'il est question et qu'il sera question encore pour les semaines à venir. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu délicat, un sujet qui, pour certains, constitue encore, malgré le fait qu'on soit en 2021, un certain tabou, c'est-à-dire la dysfonction érectile et aussi l'incontinence. Mais pour m'accompagner dans cette conversation, dans cette discussion, nous avons une experte à vous présenter. En l'occurrence, elle est sexologue et elle est également quelqu'un de très, très formé à titre de psychologue. Alors, je vous la présente immédiatement. Il s'agit de Sharon Dugré. Bonjour Sharon et bienvenue. Bonjour Winston, merci, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir de vous accueillir parce qu'on a une somme intéressante de questions à vous poser et de sujets à discuter. J'aimerais dans un premier temps inviter les gens qui sont à l'écoute et qui sont sur procure.ca à nous faire parvenir leurs questions par le biais de questions et réponses qui est situé tout à fait en bas de l'écran quand vous regardez, quand vous êtes sur le site de procure.ca ou de le faire, poser vos questions à info@procure.ca. Alors, la première question que je vais vous poser en est une assez générale. On est dans un contexte, on est dans une situation bien particulière, Sharon, et j'aimerais qu'on puisse tenir compte du facteur qu'on est en plein milieu d'une pandémie et que les problèmes liés au cancer de la prostate n'y échappe pas. Alors, comment est-ce que vous vous situez par rapport à la fois à ce confinement et au sujet que nous allons aborder aujourd'hui? En fait, je pense que ce qui est important de retenir, c'est que les impacts sur la sexualité que cause effectivement la pandémie et le stress et toute la réorganisation du quotidien que ça implique peuvent être nombreux et tout à fait normaux. Et qu'on peut penser que de façon générale, on va traverser cette période-là de confinement par rapport à notre sexualité et notre intimité, un peu comme on le faisait avant. Malgré tout, c'est sûr qu'on ne réagit pas tous de la même façon au stress. Et je pense que le stress, ça va un petit peu définir comment on va réagir aussi au niveau de notre intimité et de notre sexualité. Je vais vous poser une première question qui nous est arrivée par quelqu'un qui est avec nous sur la page. Voici la question, est quand même assez directe et ça dit « Ma libido était au rendez-vous au début du confinement, mais plus on avance, moins j'ai le goût et cela crée un gros malaise dans notre couple. Alors, qu'est-ce que vous me suggérez? » En fait, c'est une question très intéressante que le désir sexuel ou la libido, c'est vraiment, je vous dirais, un des principaux motifs de consultation en sexologie, en oncologie aussi. Donc, je vous dirais que le fait de l'impact sur le désir sexuel, je pense qu'il y a trois cas de figure qu'on peut voir ces temps-ci. C'est vraiment soit qu'on réagit que finalement le stress ou cette pandémie-là a peu d'impact sur nous, sur notre quotidien, et que finalement on garde un peu le même niveau de désir qu'on avait avant. Ça peut aussi avoir un effet d'augmenter nos désirs sexuels parce que le fait d'être confiné, de ne pas voir nécessairement son conjoint, sa conjointe ou la distanciation physique peut faire en sorte qu'effectivement on a peur on manque de ce contact-là et ça fait que ça augmente notre désir sexuel, mais on peut aussi, je pense, la plupart du temps, remarquer que le stress qui est lié à toute cette pandémie, ce confinement-là, peut avoir un impact plutôt négatif sur notre désir sexuel. Et effectivement, je pense que ce qui crée des conflits dans un couple, c'est la différence de niveau de désir sexuel. Donc, je pense que c'est important de... Il faut dire que l'historique des gens qui sont aux prises, faut dire que l'historique des gens qui sont aux prises avec un cancer de la prostate a débuté bien avant qu'il y ait une forme de traitement ou une autre. C'est-à-dire que c'est dans la nature
de l'homme, je vais dire dans la nature humaine, que de constater que la sexualité est un des seuls plaisirs gratuits dans la vie et que ça constitue pour plusieurs d'entre nous une raison d'être joyeux, une raison d'être harmonieux dans un couple, d'avoir une vie sexuelle épanouie et tout ça. Et quand on remet en question cette partie-là de notre corps, il y a des réflexes. Hein. La psychologie est affectée. Alors, ce n'est pas à cause qu'il y a une pandémie que ce problème-là existe. Dès qu'on parle de cancer de la prostate, tout de suite, ça vient à l'esprit. En fait, moi, je fais beaucoup l'analogie entre un diagnostic de cancer de la prostate et la pandémie. Je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les deux, dans le sens où, quand on reçoit un diagnostic de cancer de la prostate, il y a tout de suite, c'est comme quelque chose qui est imprévisible, qui est nouveau dans notre vie, où on a l'impression qu'on perd le contrôle de plein de choses dans notre vie et qu'on va avoir beaucoup de pertes à vivre. Et on sent que notre identité est menacée. Je pense qu'il y a beaucoup de similitudes entre ça. Donc, si déjà on avait un choc par le cancer et que là, on reçoit un autre choc par-dessus avec la pandémie, je pense que ça peut avoir vraiment des impacts encore plus exacerbés. J'ai une question personnelle un peu mais j'ai l'impression que ça doit circuler dans la tête de quelques-uns qui nous écoutent ou qui sont aux prises avec le problème. Peut-on transmettre son cancer lors de relations sexuelles? En fait, effectivement, c'est une préoccupation chez quand même pas mal de personnes. C'est-à-dire que le cancer de la prostate ne se transmet pas sexuellement. Par contre, j'ai des gens qui me disent, j'ai peur si j'ai des activités sexuelles de peut-être accélérer le développement de mon cancer ou il y a un petit peu des croyances un peu comme ça qui sont pas tout à fait vraies. Parce qu'en fait, non, même si on a des activités sexuelles, peu importe lesquelles, ça ne va pas accélérer le processus du cancer. Une autre question qui est un peu délicate aussi, mais je la pose parce qu'elle est moins délicate qu'elle l'a déjà été. Je n'ai pas mentionné à mon urologue que je suis gay, car je sais qu'il présume que je suis hétéro. Mm-hmm. Oui, ça aussi, je pense que c'est important d'être authentique quand on va rencontrer son médecin ou quand en tout cas avec les membres de son équipe de soins. C'est-à-dire qu'effectivement, les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes ont des préoccupations en lien avec la santé sexuelle et leur qualité de vie sexuelle, qui est différente des hommes qui sont hétérosexuels. Donc, c'est important si on veut vraiment recevoir les bonnes informations, c'est important d'être le plus possible. Je n'ai pas mentionné comment avoir accès aux services de sexologie. Je pense qu'on n'a pas abordé quand on en a parlé avant d'être en ondes, mais comment effectivement avoir accès à un service de sexologie si on est à Québec, par exemple, au CHU, surtout pendant cette période de pandémie. On sait Oui. qu'il y a des priorités, là, mais quand même. Mais en fait, la santé sexuelle de nos patients, c'est une priorité. Et c'est pourquoi le service de sexologie en oncologie est toujours demeuré. J'ai toujours fait le suivi avec mes patients. J'ai même des nouveaux patients. C'est juste que le suivi ne se fait plus en face à face, mais se fait plutôt au téléphone ou en vidéoconférence. Mais le suivi est toujours actif et il ne faut pas hésiter justement à téléphoner pour avoir accès au service. En fait, on n'a même pas besoin de référence de son médecin pour avoir accès à mes services en sexologie oncologique. C'est-à-dire qu'on peut m'appeler directement. Dans le contexte actuel, on passe beaucoup de temps, on est comme 24/7 ensemble. Quand on est un couple, qu'on soit un couple hétéro ou un couple autrement, un couple gay, on a besoin de se retrouver des fois. Mais j'imagine que ça se peut qu'un ou l'autre, ou les deux, tout à coup, aient plus envie d'avoir de relations sexuelles. Est-ce que ça pourrait être une réaction normale?
Ben, tout à fait. Puis, tu sais, je pense que c'est un petit peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les impacts de cette pandémie-là et du confinement et le fait d'être effectivement 24 heures sur 24 ensemble, ça peut, chez les couples qui allaient bien avant, hein, parce que je pense que de toute façon, avec la pandémie et avec le cancer, c'est un peu la même chose. Le avant est prédicteur du après. Donc, si on est un couple qui allait bien avant, ben, c'est fort possible que ça aille bien quand même, puis que les 24 heures qu'on soit ensemble, on va peut-être en profiter justement pour passer plus de temps de qualité de couple, ce qu'on n'avait peut-être pas le temps de faire avant. Par contre, si on est un couple où ça allait plus ou moins bien avant et que là, on est vraiment confiné 24 heures sur 24 ensemble, ben là, ça se peut que les conflits qui étaient là avant, qui étaient latents, ou vraiment exprimés dans le couple, vont faire en sorte que effectivement, ça va être moins facile là, Mais de ça pourrait même être exacerbé d'une certaine façon. tout à fait. Oui, Hein? oui, tout à fait. Dans la situation où la conjointe, euh, comment vous dire ça, qui a vraiment plus envie par les temps qui courent, à cause de ça ou je ne sais pas pourquoi. Elle n'a vraiment pas envie, euh, pas de toucher, pas envie d'intimité, pas envie de caresse. On peut même avoir le sentiment qu'elle s'éloigne. Euh, comment régler ça? Le facteur numéro un, c'est la communication. Je pense que je ne le dirai jamais assez. Il faut s'en parler. Il faut aussi, c'est important de comprendre ce que l'autre vit. Je pense que c'est important aussi d'être, en cette période-là, d'être vraiment, comment je pourrais dire, d'être vraiment plus bienveillant envers soi puis envers l'autre. Ça peut susciter beaucoup, beaucoup d'émotions. Ce contexte-là, en plus du contexte du cancer, hein, parce que les partenaires sont souvent autant inquiets, sinon plus, que la personne qui a un diagnostic de cancer, parce que souvent, il y a comme un sentiment d'impuissance dans tout ça. Et donc, je pense que c'est important de se parler, d'essayer de comprendre c'est quoi que l'autre vit, qu'est-ce que nous, on vit par rapport à ça, puis essayer de trouver des moments où effectivement, chacun est dans sa bulle, chacun vit ses choses, puis après ça, on peut se retrouver aussi en couple à certains moments. Ça revient au bon vieux principe de base de la communication. Si on a une bonne communication sur l'ensemble des sujets, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une bonne communication quand on parle de sexualité? Il y a des gens qui sont peut-être moins à l'aise de parler de sexualité, mais quand même maintenant, avec toute l'information qui circule, avec tout ce qui circule sur les médias sociaux, avec tout ce qu'on a pu lire et qu'on continue à lire, il me semble qu'il devrait y avoir moins de difficultés à aborder le sujet de la sexualité, vous ne croyez pas? Le sujet de la sexualité est encore un sujet, même en 2020, tabou et chargé de préjugés. Et je pense de peur d'être rejeté par l'autre si on dévoile vraiment qui on est ou ce qu'on aime au niveau de notre sexualité, notre intimité. Les gens me disent souvent, ben oui, on a une bonne communication dans mon couple au sujet de plein de choses importantes, mais au niveau de la sexualité et de l'intimité, on n'en parle pas beaucoup. Mais qu'est-ce Euh, qu'on fait dans la mesure où chacun a son jardin secret et d'entrer dans ce jardin secret-là, ça prend une clé ou ça prend une permission. On ne peut pas, bon, si quelqu'un ne veut pas divulguer un certain nombre de choses par rapport à sa sexualité ou autre, à ses fantasmes ou à sa vision de l'érotisme comme tel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut insister, il faut revenir à la charge. Ben, en fait, je pense qu'être authentique, hein, puis je pense que c'est ça une partie de l'intimité, hein, c'est se dévoiler, être authentique, c'est pas nécessairement tout dire. Hein. C'est quand même, je pense que tout le monde a droit à son jardin secret, tout le monde a droit à ne pas nécessairement dévoiler tous ses fantasmes, surtout si ça peut nuire à la confiance de l'autre personne. Donc, je pense que c'est important, mais c'est important d'aller valider aussi vraiment. C'est ça, je pense qu'il faut être sensible à ça. Là. On prend de l'âge. Hein? Moi, comme on regarde la face, là, à un moment donné, on se dit, ben, il y a plus de 20 ans, ce gars-là, c'est clair. Mais ma vie a continué, la vie a continué, ma sexualité a continué aussi. Mais il y a certaines personnes qui, tout à coup, vont se rendre compte qu'ils sont moins performants. Par exemple, pendant une relation sexuelle, la personne euh, va perdre son érection et
et ça, c'est quelque chose qui peut affecter le mental, le psychologique, ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce qu'il y a un remède? Est-ce qu'il faut prendre une pilule? Est-ce qu'il faut s'acheter une pompe? Comment est-ce qu'on réagit à une situation comme celle-là? En fait, je pense que c'est aussi une des choses pour laquelle on parle beaucoup avec les hommes qui ont des cancers de la prostate, hein, c'est comment je peux améliorer ma fonction érectile après le cancer, après les traitements. Peu importe les traitements qu'on a reçus, je pense qu'il y a des traitements des traitements de la dysfonction érectile qui peuvent être aidants. Par contre, effectivement, comment je pourrais dire, de travailler à récupérer ou à améliorer sa fonction érectile, ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement améliorer sa qualité de vie sexuelle. Je pense que le cancer de la prostate, c'est aussi quelque chose qu'on discute ensemble, les impacts, c'est-à-dire on discute avec sa conjointe, si on parle d'un couple hétérosexuel. Donc, est-ce que la conjointe, elle aussi, est-ce qu'on ne peut pas justement essayer de varier notre répertoire sexuel? Est-ce qu'on devrait toujours axer notre rencontre sexuelle sur une pénétration, sur une attente de performance, sur l'atteinte de l'orgasme? Est-ce qu'on ne peut pas justement varier le type de caresse qu'on avait l'habitude de se donner avant? Je pense que c'est le temps justement de travailler à essayer d'ouvrir d'avoir Mais les stéréotypes sont forts quand même, Charles. Tu sais, bon, c'est évident qu'il y a encore des tabous. Et moi, je m'évertue depuis que je donne des conférences depuis plusieurs années maintenant sur le sujet du cancer de la prostate. Et c'est toujours ça qui revient à l'avant-plan. Il y a cette espèce de peur de perdre sa masculinité et souvent, c'est parce qu'on n'en a pas parlé dans le processus initial. Alors, vous avez raison, je reviens là-dessus encore une fois, la communication. Si on apprend qu'il y a une possibilité d'avoir un cancer de la prostate dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, parce qu'on fait des rencontres annuelles, est-ce que ce n'est pas à ce moment-là qu'il faudrait initier une communication par rapport, c'est-à-dire dans le couple, par rapport à l'éventualité d'une sous-performance traditionnelle dans le sens de la pénétration, that's it, that's all. Je pense que c'est un cheminement, effectivement. C'est sûr que l'idéal, ce serait qu'on en parle même en prévention, hein, ou que déjà on varie notre répertoire sexuel avant même d'avoir des difficultés érectiles. Mais c'est identitaire, l'érection. Hein? On est un homme parce qu'on a une érection. Hein? Le baromètre de l'estime de soi, ce que je dis souvent, c'est notre érection quand on est un homme. Donc, si on n'a pas d'érection, on n'est plus un homme. Et ça, je pense que les femmes aussi doivent s'en rendre compte et doivent le prendre en compte quand elles vivent avec leur conjoint des difficultés érectiles. C'est pas juste la perte d'une fonction ou l'atteinte à une fonction, mais c'est vraiment l'atteinte à l'identité masculine. Et ça, c'est important d'en discuter, effectivement. J'ai déjà, il y a quelques années, proposé une chronique, on a mis en ondes une chronique à la télévision, où j'avais mis sur la table l'ensemble des solutions, si on veut, par rapport à la dysfonction érectile. Et là, j'avais sur la table devant moi des pompes, j'avais des organes génitaux en plastique, si on veut. Il y avait toute la panoplie des pilules, des injections et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose vers quoi on devrait s'intéresser si on est aux prises avec un problème de dysfonction érectile? Je dirais que c'est vraiment ce que les gens, la plupart des hommes qui m'appellent, la première chose souvent qu'ils veulent savoir, c'est comment je peux récupérer ma fonction érectile d'avant le cancer, d'avant les traitements. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il existe des traitements? Donc oui, c'est sûr j'en fais de l'éducation, qu'on en parle des traitements, qu'effectivement, on se dit que le Cialis, le Viagra, tout ça, c'est vraiment des choses qui peuvent être essayées de première intention et que ça, si ça ne fonctionne pas, il y a d'autres traitements qui sont possibles. Effectivement, la pompe, les microsuppositoires intra-urétro, les injections péniennes, mais il y a aussi des contre-indications qui sont liées à ça, donc on en discute effectivement. Mais il faut en même temps que le dialogue soit ouvert. Il faut que ça fasse partie. Si, par exemple, l'injection est recommandée, recommandable et que c'est ce qui fonctionne le mieux,
parce que la personne l'aura sans doute déjà essayé seule avant de l'essayer avec quelqu'un d'autre pour voir si ça marche dans un premier temps. Mais encore là, il faut me semble qu'il faudrait inclure ce processus-là dans le cheminement de l'action sexuelle, de la situation sexuelle. Est-ce que c'est ce que vous recommanderiez ou on est mieux de faire ça comme dans la salle de bain, puis après ça, on arrive, puis on passe à la chambre à coucher, puis on est prêt? Moi, c'est sûr que je vais toujours prôner le dialogue et le fait que faut que la conjointe soit impliquée dans le traitement, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas surprise que monsieur sorte de la salle de bain avec une érection sans savoir un peu comment ce qui s'est passé. Puis, oui, c'est ça. Donc, faut en discuter, faut être à l'aise, faut être ouvert à ça. Je pense que si la conjointe aussi peut assister aux rendez-vous médicaux puis être mise au courant aussi des traitements qui existent, c'est encore mieux. Est-ce qu'elle est d'accord? Je pense que ça se discute aussi. Il faut que la conjointe soit d'accord à ce que le conjoint récupère ses érections parce que peut-être qu'avant, il y en avait déjà des difficultés érectiles et que là, après, avec l'utilisation des traitements, il a retrouvé même une meilleure capacité érectile. Et là, madame, elle est un petit peu surprise avec tout ça, puis elle n'est peut-être pas si contente finalement que monsieur ait retrouvé de meilleures érections ou ait retrouvé sa capacité érectile avec ces traitements-là. Parce qu'on vieillit en même temps. Donc, j'imagine qu'une femme qui, depuis quelques années, qui est rendue dans la soixantaine, n'a pas nécessairement la même capacité d'acceptation d'une pénétration tout à coup parce qu'il y a des enjeux d'ordre physique, des enjeux qui peuvent qui peuvent faire mal à un moment donné aussi. Donc, ça devient extrêmement important qu'on parle de tout ça. Oui, tout à fait. Moi, j'ai beaucoup de patients qui viennent consulter avec leur conjoint. D'ailleurs, je les invite à venir accompagner de leur conjoint quand ils en ont. Puis des fois, c'est ce que j'entends, c'est que les conjoints, il n'y en avait pas de problème avant parce que monsieur avait peut-être déjà des difficultés érectiles ou en tout cas après les traitements en moins de capacité érectile. Puis finalement, ça fait un peu l'affaire de madame, tu sais. Fait que c'est important oui, c'est ça, de vraiment discuter de la situation puis de voir si effectivement il n'y a pas un moyen d'avoir une satisfaction sexuelle autrement ou en tout cas pas tout le temps, 100% du temps, que ce soit une sexualité qui se termine, une relation sexuelle qui se termine par une pénétration. Parce qu'en même temps, quand une relation sexuelle tombe à plat, c'est moche pour tout le monde. Ça remonte le moral de personne. Et bon, il y a la culpabilité d'un sens, de l'autre côté, il y a peut-être qu'on aurait dû, mais on n'a pas pris le temps, puis là, tout à coup, on se tourne chacun de notre bord de vie, puis on pourra continuer notre journée. Mais il y a un concept qui existe, dont on parle depuis plusieurs années, qui s'appelle, en tout cas aux États-Unis, slow sex. C'est-à-dire qu'on exclut presque la pénétration. Et on insiste sur le fait que l'acte sexuel, c'est plus que la pénétration. Et que c'est un ensemble une espèce de voyage exploratoire qui peut se traduire par la tendresse, par prendre son temps, puis au lieu de prendre 20 minutes, quand on entre et qu'on sort de la chambre, là, on peut le faire sur une période beaucoup plus longue, beaucoup plus satisfaisante aussi. Est-ce que c'est une approche qui est envisageable, encourageante? C'est sûr que moi, j'en parle. C'est pas encore entré dans les mœurs, hein, je pense. C'est comme le slow sex, c'est un peu tout l'aspect de la pleine conscience. Hein, c'est de se servir de ses 5 sens pour essayer justement d'être vraiment, d'habiter, j'appelle ça moi, habiter son moment présent, donc d'être là avec ses 5 sens, d'être moins dans sa tête, de descendre dans son corps, donc vraiment d'habiter toutes ses sensations et de ne pas nécessairement axer la découverte de son corps et la découverte du corps de l'autre seulement par les organes génitaux, mais justement aller ouvrir tout ça. Ça, c'est déjà, nous, les femmes, notre conception de la sexualité est déjà plus globale, mais chez l'homme, c'est effectivement plus centré sur les organes génitaux. Donc, je pense qu'il y a un travail aussi à faire là-dessus, beaucoup d'éducation et de débuter peut-être justement cette pleine conscience-là par d'autres, par un aspect plus global et après ça, s'en aller peut-être plus l'utiliser au niveau de notre sexualité.
Moi, je suis très d'accord avec vous là-dessus. Je pense que les hommes sont encore coincés dans ce stéréotype. Ils sont encore coincés dans la séduction rapide, performante, même si on est dans la cinquantaine, la soixantaine, et même quand on a 70 ans de plus, à un moment donné, faut faire un travail sur soi. Et moi, j'allie ce que vous disiez il y a quelques instants à des choses comme la méditation, le yoga, euh, des lectures qui peuvent nous amener à mieux nous connaître, à mieux nous comprendre. Et me semble qu'en vieillissant, avec la sagesse qui s'installe un peu, on peut découvrir qu'il y a d'autres façons de jouir de son corps et du corps de notre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, que tous ces préceptes qu'on peut rencontrer, qu'on a vus pendant des années, et qu'on retrouve encore régulièrement sur les sites pornographiques, comme Pornhub et machin tout, on est encore dans l'ère de la, pardonnez-moi l'expression, comme dirait le docteur Abouda, on est encore dans l'ère de la performance bing bang. Il faudrait décrocher de ça en quelque part. Et j'ai l'impression, vous serez peut-être d'accord ou pas d'accord avec moi, mais que l'avenir de la sexualité pour les personnes qui prennent de l'âge, c'est peut-être dans cette direction-là qu'il faut aller et accepter d'aller. Mais oui, effectivement, je suis très d'accord avec vous, Winston, mais c'est tout, il faut revoir, en fait, c'est notre éducation sexuelle, c'est quoi les modèles qu'on a eus de nos parents, c'est quoi comme éducation qu'on a eue de nos pères dans l'enfance, à l'adolescence, est-ce qu'on a subi ou pas des abus sexuels, est-ce que tout ça, ça l'a forgé, à nos premières expériences sexuelles aussi, ont forgé notre façon d'entrer dans la sexualité. Donc, et ça, c'est souvent ancré en nous. Donc, c'est pas si facile que ça de changer sa façon de voir et l'impact, justement, comme je disais tantôt, de l'érection sur notre identité masculine. T'sais, moi, je fais jouir ma femme avec mon pénis parce que je suis un homme et si je n'arrive pas à la faire jouir avec mon pénis, c'est pas aussi satisfaisant. Je me sens... Donc, il faut vraiment réapprendre des choses. Ça, Voilà. ouais. Un peu à l'école de la vie, on est rendu là pour régler nos problèmes. Mais en même temps, c'est éclairant. Je vais vous poser une question qui m'apparaît ici. On me demande, est-ce qu'on peut utiliser une pompe à vide avec du Cialis en même temps? Bon, on revient un petit peu à... Alors, auriez-vous une réponse à suggérer? En fait, oui, il n'y a pas de contre-indication à utiliser les deux en même temps. Si effectivement, on n'a pas de contre-indication à utiliser le Cialis et la pompe, parce qu'on sait qu'il y a des contre-indications à ces deux types de traitements-là, mais les deux ensemble, on peut effectivement les combiner s'il n'y a pas de contre-indication. Quelle serait la contre-indication selon vous? Pour le Cialis ou la pompe? La pompe. Pour la pompe, en fait, c'est les hommes qui prennent des anticoagulants. Parce que la pompe, ça peut être facile de se faire des ecchymoses si on n'utilise pas trop bien. Des fois, si on pompe trop fort, tout ça. Donc, les gens qui prennent des anticoagulants, ce n'est pas une bonne idée d'utiliser la pompe, effectivement. D'accord. Quelques autres questions. Tiens, je vais vous en lancer une autre. Combien de temps après ma chirurgie puis-je me masturber ou avoir des relations sexuelles? Écoutez, moi, je dirais le plus rapidement possible après. C'est-à-dire que dès le retrait de la sonde, parce que ce n'est pas une bonne idée quand la sonde est en place là, de tenter de se masturber ou d'avoir des activités sexuelles, mais dès le retrait de la sonde, et si on n'a pas de contre-indication médicale là, de son médecin, effectivement, il est préconisé de reprendre le plus rapidement les activités sexuelles, même si on a effectivement une dysfonction érectile. Si ce n'est que pour notre santé sexuelle, pour reprendre un petit peu, travailler à l'oxygénation des tissus. Donc, on appelle ça la réhabilitation pénienne ou la rééducation. D'accord. Est-ce que c'est normal, par exemple, que ça puisse prendre 6 mois avant d'avoir une érection, après avoir été opéré, de s'être fait enlever une prostatectomie radicale, quoi? En fait, il y a plusieurs facteurs qui viennent en ligne de compte à ce niveau-là, mais effectivement, 6 mois, c'est pas beaucoup.
On dit que ça peut aller jusqu'à 2 ans à peu près, là. Et même, il y a des études qui disent de 36 à 48 mois que ça peut prendre avant de récupérer sa fonction érectile. Ce n'est pas tous les hommes qui vont la récupérer, mais il faut se donner du temps. Ouais. Question qui me vient ici à partir des questions et réponses sur notre page web. Madame veut, moi, je ne peux pas. Comment faire en sorte qu'elle ne perde pas d'intérêt? J'essaie de comprendre la question. C'est-à-dire que madame veut faire l'amour Oui. et moi, la personne ne peut pas. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de... Elle n'a pas d'atteindre d'érection. une OK. érection. Oui, ben en fait, c'est ça, mais je poserais plus de questions, à savoir, effectivement, est-ce que monsieur n'a pas de désir, lui non plus, ou c'est parce qu'il n'a pas de ou il a des difficultés érectiles et ça le bloque? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut en discuter ensemble et savoir, est-ce que moi, si je te donne, si je te caresse, si je te fais des caresses sexuelles, mais que moi, j'ai pas de désir ou que j'ai des difficultés érectiles, est-ce que ça peut quand même être satisfaisant pour toi? Si moi, je n'ai pas d'orgasme ou j'ai pas nécessairement de plaisir sexuel, mais si je t'en donne, est-ce que c'est correct? Oui, absolument, absolument. Un monsieur me dit que j'ai lu sur la rééducation pénienne post-chirurgie, mais mon urologue n'y croit pas. Eh bien, cela fait 12 mois que rien ne se passe et je suis très inquiet. Que me suggérez-vous? Oui. Ben, en fait, comme je disais tantôt, on suggère la reprise des activités sexuelles le plus rapidement possible après. Ça veut dire pour essayer justement d'avoir une meilleure réhabilitation pénienne, on dit au moins dans les 3 mois suivant la prostatectomie radicale. Donc, 12 mois, ça commence à faire un petit peu de temps. Ouais. Je pense qu'il faudrait reprendre les stimulations sexuelles le plus rapidement possible, avec ou sans utilisation d'un traitement de la dysfonction érectile. Oui, mais dans la mesure où la personne, le conjoint ou la conjointe ne veut pas, est-ce qu'on peut s'auto-gratifier, c'est-à-dire faire de la masturbation en masse, là, si on en a besoin et on en sent besoin? Mais si la récupération ou l'amélioration de notre fonction érectile, c'est important pour nous, effectivement, je pense que l'autostimulation sexuelle, la masturbation, oui, c'est des exercices que moi, je préconise de façon individuelle pour essayer justement d'oxygéner ses tissus, de ne pas perdre sa fonction érectile, parce qu'en anglais ou en français, on dit « if you don't use it, you lose it ». You lose it. C'est important de la travailler si on veut la récupérer, indépendamment de si notre conjointe est intéressé ou pas à une relation avec pénétration. Mais ça va pour les deux côtés, là. Ça va pour l'homme et la femme. Parce que pour la femme aussi, if you don't use it, you lose it. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un problème de déshydratation, j'imagine. Oui. Parce que si ça fait longtemps, à un moment donné, c'est comme une voiture dont le moteur n'a pas tourné, là, tu sais, je veux dire. En fait, c'est un cercle vicieux, hein? Oui, oui. Et si ça ne se passe pas, aïe aïe. Oui. Tout à fait. C'est pas l'autostimulation, ça vient vraiment oxygéner les tissus, autant chez l'homme que chez la femme. Effectivement, vous avez raison de le dire, Winston. C'est-à-dire que chez la femme aussi, ça va venir oxygéner tout au niveau là, des tissus, de la vulve et du vagin, et ça va stimuler la lubrification naturelle, effectivement. Là, j'ai comme perdu ce que je voulais dire, mais. Oui, mais ça vaut pour la femme comme ça vaut pour l'homme. Oui, voilà. C'est ça. Oui, ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, c'est un cercle vicieux qui peut se mettre en place parce que moins on a de relations sexuelles, moins on a envie d'en avoir. C'est ça. Donc, oui, des fois, même si on n'a pas trop de désir, ben, on essaie de le provoquer un peu. Mais comment faire en sorte d'alimenter ça? On est rendu, on a 73 ans, l'autre a 75. On a encore dans notre tête plein de fantasmes, de désirs, etc. Mais de là à passer à l'acte, on dirait que ça... Est-ce que c'est de la gêne? Est-ce que c'est... je ne sais pas. Mm-hmm. Mais il faut sortir de sa tête. Il faut arriver à sortir de sa tête puis à en parler, premièrement, à essayer de partager ses fantasmes. Ça peut être quelque chose d'intéressant, de faire des lectures érotiques à haute voix. Un peut en faire, après ça, l'autre en fait, on commente. Ça peut être justement de prendre
je pense, moi j'appelle ça du temps de qualité de couple, c'est-à-dire que, je sais pas, moi par exemple, une fois par semaine, on s'assoit ensemble puis on discute de notre sexualité. C'est quoi nos attentes? C'est quoi nos besoins depuis le diagnostic de cancer? Qu'est-ce qui a changé? Ou depuis la pandémie, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'on voudrait qui soit différent? Ça peut être des petites choses qui ne sont pas nécessairement sexuelles ou génitales, mais c'est de mettre la table là, à ce désir-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que certaines personnes ont des éjaculations douloureuses? Ça, j'ai entendu ça. En fait, Winston, moi, je me sens pas à l'aise de répondre à cette question-là dans le sens où je pense que c'est pas si fréquent ou normal d'avoir des éjaculations douloureuses. Donc, moi, je pense que si j'avais un patient qui me dirait ça, je le référais quand même tout de suite à soit son médecin, son neurologue ou son infirmière pivot ou je tenterais pas de répondre à ça. Mais un orgasme douloureux, peut-être? C'est la même chose, oui. Il y a un monsieur ici qui n'éjacule que de l'urine et il en est fort gêné. Il ne sait plus quoi faire, alors il vous demande conseil. Oui. En fait, c'est quelque chose qui est relativement attendu après une prostatectomie radicale, entre autres. Et oui, ça peut être effectivement assez gênant. Les gens me le rapportent souvent lors de l'excitation sexuelle ou lors de l'orgasme, en fait. Mais c'est quelque chose qui devrait s'atténuer avec le temps. Et effectivement, ben, le seul truc que je peux vous donner, c'est soit de mettre un piquet ou de mettre une serviette en dessous de vous quand vous avez des activités sexuelles, de vous garder des petites lingettes ou une débarouillette humide à côté de vous pour essayer de pallier à tout ça. Mais effectivement, c'est quelque chose qui peut être plus gênant chez certains, même avoir un impact négatif sur leur désir sexuel, mais moins dérangeant pour d'autres. Ça dépend des gens. Bien, passer à la salle de bain, peut-être. Oui, bien sûr, vider sa vessie avant une relation sexuelle, je pense que c'est Oui, je veux dire, tu ne bois pas 2-3 bières, puis aussi faire attention à sa consommation d'alcool ou d'aliments qui peuvent irriter la vessie. Ouais. Maintenant, bon, ça n'a rien à voir avec le phénomène qu'on retrouve chez les femmes, qu'on appelle les femmes fontaines. C'est pas ça. C'est-à-dire que si on a, par exemple, il y a des femmes qui, lors d'un orgasme, vont émettre un liquide. Je ne sais pas si c'est de l'urine ou un liquide quelconque. Et est-ce que ça pourrait être la même chose chez l'homme? L'homme jouit. S'il y a eu une prostatectomie radicale, évidemment, il n'y a plus de sperme, il n'y a plus d'éjaculation, mais il peut y avoir un jet, et un peu comme chez la femme. Ou suis-je complètement dans le... Ben, en fait, chez la femme, chez la femme, ce qu'on dit, c'est que c'est plutôt comme l'éjaculation serait un petit peu comme se passerait au niveau vaginal où il y aurait comme un vestige là, de la prostate qui serait un petit peu le point G et que ça partirait de là ou des glandes, de certaines glandes au niveau de l'entrée du vagin, mais j'oserais pas, c'est encore une fois, je pense, une question plutôt médicale, puis je ne m'aventurais pas trop là-dedans, mais l'éjaculation d'urine, c'est vraiment quelque chose qu'on voit après la prostatectomie radicale. D'accord. Et comme par exemple, si on fait un effort, un grand effort, il peut y avoir une fuite urinaire qui n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on appelle communément l'incontinence régulière. Ben, c'est sûr que si déjà on avait de l'incontinence avant, on présentait de l'incontinence urinaire avant la prostatectomie radicale, ça ne va pas s'améliorer après. Ouais. Curithérapie, ça vous dit quelque chose, hein? La curithérapie. Et il y a quelqu'un qui vous demande, après avoir reçu une curithérapie, quand est-il sécuritaire d'avoir des relations sexuelles et dois-je porter un condom? Et il s'ensuit, est-ce qu'un grain pourrait se retrouver dans mon sperme? Et si oui, quelles sont les conséquences pour ma conjointe? C'est encore une fois
Oui, c'est encore une fois des questions très médicales où moi je réfère, tu sais, on travaille vraiment en équipe interdisciplinaire là, au sein du CHU de Québec et moi je réfère toujours quand les gens ont des questions plus au niveau médical et au niveau des traitements de radiothérapie, je les réfère tout le temps à leur équipe de radiothérapie, leur infirmière ou leur radio-oncologue pour poser leurs questions, pour vraiment avoir les réponses, les bonnes réponses. Ouais. Par exemple, ma conjointe pense que mon sperme est radioactif en raison de ma radiothérapie. Comment lui faire comprendre que ce n'est pas le cas? Mais encore une fois, je pense que c'est une question qui devrait s'adresser à l'équipe de radio-oncologie, mais aussi peut-être que si, effectivement, comme je disais tout à l'heure, la conjointe assistait aux rendez-vous médicaux, si possible, ben, elle pourrait recevoir la même information que le patient, puis ça serait peut-être plus facile après de pouvoir en parler ou d'être rassuré. Un des stades aussi, quand on est affligé par un cancer de la prostate, c'est effectivement l'hormonothérapie. Et l'hormonothérapie, évidemment, ça a des conséquences, plusieurs conséquences. Et ce monsieur, en l'occurrence, me dit que sa conjointe insiste pour un rapprochement sexuel. Comment lui faire savoir que je l'aime, mais que j'en suis incapable à cause de l'hormonothérapie? Mm-hmm, mm-hmm. Encore une fois, je pense que c'est une question d'information et de communication parce que les traitements d'hormonothérapie, je pense que les impacts sont vraiment discutés lors des rendez-vous médicaux et on sait que ça peut avoir des effets à plusieurs niveaux au niveau de la qualité de vie. Dont au niveau aussi du désir sexuel ou de la capacité sexuelle, là, au niveau de l'énergie aussi. Puis si on n'a pas d'énergie, si on est fatigué, ben, je pense que ça se peut qu'on n'ait pas envie d'avoir de relations sexuelles. Et ça, je pense qu'il faut que la conjointe, effectivement, soit au courant et à ce moment-là, qu'on essaie de trouver une autre façon d'exprimer peut-être sa sexualité par d'autres types de caresses où justement on a moins besoin d'être performant. Ouais. C'est un peu comme quand certains hommes sont excités sexuellement, ils ont tendance à avoir des petites pertes urinaires. Est-ce que c'est normal? Mm-hmm. Mais je pense que ça revient un petit peu à ce qu'on se disait tantôt là, au niveau de la prostatectomie radicale où des fois, lors de l'orgasme, il y a plus ou moins de pertes urinaires. Je pense que c'est selon les hommes, c'est ce que j'entends, c'est qu'il y en a qui ont quelques gouttes et il y en a qui en ont qui c'est vraiment un jet qui sort. Et ça, ben, c'est toujours du cas par cas, ouais, effectivement. Il ne faut pas perdre de vue qu'il est possible d'avoir une intimité sans relation sexuelle. Et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une question d'approche et c'est une question de communication, encore une fois, parce qu'on ne cesse pas de s'aimer quand l'un ou l'autre a un cancer, peu importe le type de cancer. Pour les femmes, ça peut être un cancer du sein. On n'arrête pas d'aimer la personne, notre amour n'est pas diminué pour autant, et c'est la même chose quand un homme souffre d'un cancer de la prostate. Mm-hmm. C'est-à-dire que oui, peut-être qu'on n'est pas aussi performant qu'on l'a déjà été, mais ça n'exclut pas le fait qu'il puisse y avoir une intimité vraiment intéressante. Mais pour moi, l'intimité, c'est comme un peu un mot valise, ou dans le sens où on dirait que chacun a sa définition de c'est quoi l'intimité ou qu'est-ce qui est important pour lui ou elle dans son intimité. Pour moi, l'intimité, c'est de se sentir en confiance, de se sentir soutenu, d'être accepté tel que l'on est par son ou sa partenaire. Ces sentiments de pouvoir être authentique, de pouvoir tout dire, puis même des fois de se passer le mot puis de se comprendre quand même. L'intimité, ça peut être aussi un espace, là, dans le sens où notre intimité, ben, c'est notre maison, c'est notre chambre à coucher, ou ça peut être aussi un temps, celui qu'on consacre finalement à être bien ensemble. Puis oui, ça ne veut pas dire que l'intimité contient nécessairement de la sexualité. Et vice-versa. Quand son estime de soi, pour les raisons qu'on soupçonne, là, est en dessous du tapis, on est vraiment, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? À qui doit-on en parler? Où doit-on aller chercher de l'aide? Est-ce que je dois rejoindre quelqu'un qui est une experte ou un expert en thérapie, comme vous l'êtes, ou est-ce qu'on va ailleurs? Comment on retrouve son estime de soi?
L'estime de soi, c'est le travail de toute une vie. C'est-à-dire que oui, effectivement, si on avait déjà une fragilité dans notre estime de soi ou dans notre... Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'estime de soi chez l'homme, ça passe beaucoup par justement sa capacité érectile. Donc, finalement, après un cancer de la prostate, c'est fort possible que notre estime de soi en prenne un coup. Mais comment on peut rebondir dans tout ça? Ça dépend, je pense, des impacts finalement que ça peut avoir. Moi, en tant que sexologue clinicienne, c'est sûr que j'aborde ces enjeux-là. Je veux dire, ça fait partie de la globalité de la personne et ça peut avoir des impacts au niveau de la sexualité puis de l'intimité, mais ça peut être aussi mes collègues psychologues, ça peut être différents intervenants avec qui on se sent à l'aise finalement d'aborder ça. Allons, Sharon, vers les solutions. Il y a un pléthore de solutions sur le marché. Il y a un pléthore de solutions qui sont d'ordre médical. Il y en a d'autres qui sont d'ordre commercial. Mais il y a des solutions en quelque part. Bon, mettons qu'on met de côté là, le fait de rencontrer quelqu'un qui peut nous donner, nous redonner en vie, si on veut, ou un espoir de retrouver tout ça. Alors, c'est quoi les solutions? Est-ce qu'on prend des pilules? Est-ce qu'on prend du Viagra? Est-ce qu'on prend du Cialis? Est-ce qu'on prend des injections? Est-ce qu'on se fait installer un implant pénien? Est-ce que, bon, il y a une panoplie là. Qu'est-ce qu'on trouve comme solution? En fait, on cherche une solution à quoi, au juste? On cherche une solution pour obtenir une vie sexuelle pleine, d'avoir tous les atouts nécessaires pour faire en sorte qu'on puisse à la fois être satisfait nous-mêmes et rendre, tu sais, que l'autre personne avec nous soit aussi satisfaite. Oui. Ça, je vous demande le remède miracle. Oui, c'est ça. Mais je pose la question parce qu'il faut bien la poser aussi. Oui, parce que effectivement, je lis souvent cette question-là, puis je dis toujours, je n'ai pas de baguette magique et je n'ai pas de pilule miracle, malheureusement, parce que je serais millionnaire, mais parce que c'est un ensemble de choses, ce n'est pas qu'une chose. Puis récupérer sa fonction érectile, ça ne veut pas dire de récupérer son bien-être sexuel nécessairement. Ça comprend plein de choses. Ça comprend comment, justement, on est bien dans son corps après, comment on accepte finalement nos difficultés érectiles ou comment on accepte la nouvelle personne qu'on est devenue après un diagnostic de cancer parce qu'on n'est pas la même personne qu'avant. Je pense que ça passe déjà par ça, de reconnaître qu'on a perdu quelque chose ou qu'on n'est plus la même personne qu'avant et comment on peut devenir sinon une meilleure personne, mais en tout cas au moins être bien dans ce qu'on est maintenant. Et ça passe par, oui, si on veut améliorer sa capacité érectile avec différents traitements médicaux, mais ça peut être aussi justement d'en profiter pour essayer de varier son répertoire sexuel. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais bon, avec les années, la routine aussi s'est installée, j'ai moins de désir. Donc, comment on peut... Et des problèmes de santé aussi, hein, ça peut être des problèmes de santé. Oui, bien sûr, c'est des problèmes concomitants qui font que c'est pas si évident que ça de récupérer tout ça. Donc, comment on peut arriver à effectivement varier? Mais je pense que, encore une fois, ça revient avec la communication. Les hommes, il faut arriver à en parler. Il faut que les hommes pensent que c'est d'être vulnérable, de montrer leurs émotions, mais je pense que non, il faut le dire parce que sinon, on n'arrive pas à comprendre ou à trouver des solutions, justement, si on ne sait pas quel problème cibler ou où on s'en va vers où. Ouais. Est-ce que vous êtes pour, à titre de sexologue, pour une résolution à court terme ou une résolution à long terme? Et je prends un exemple très spécifique, par exemple le Cialis. Est-ce que je prends uniquement 20 mg quand je vais avoir une performance sexuelle, que je sais ce soir-là ou demain, ou est-ce que je prends 5 mg de Cialis par jour de façon continue et être toujours en position d'avoir une relation quelconque?
Il y a une question de budget dans votre question. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects à votre question, là, dans le sens où, effectivement, c'est le médecin qui souvent va décider ça avec le patient. Est-ce qu'on va vous donner du 5 mg quotidiennement et pendant combien de temps? Parce que ça ne veut pas dire qu'on va vous le prescrire pour du long terme. Ou est-ce qu'on va vous prescrire du 20 mg au besoin lors des activités sexuelles? Il y a des gens qui ont essayé les deux, il y a des gens qui sont à l'aise avec un plus qu'avec l'autre. Donc, c'est un essai-erreur d'une certaine Oui, façon. moi je pense que oui. Ouais. Et c'est comme la testostérone. En vieillissant, on perd de la testostérone, les femmes, c'est autre chose. Mais en même temps, est-ce que le fait d'appliquer, par exemple, un gel à certains endroits du corps peut aider ou redonner confiance à un homme en lui injectant de façon imagée là, de la testostérone? Ouais. Encore une fois, c'est une question médicale dans le sens où, quand on sait que le cancer de la prostate se nourrit de l'hormone de la testostérone. Hétérofertile. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas tous les hommes qui peuvent avoir accès à ce traitement-là. Deux, c'est pas la testostérone, c'est pas la panacée du désir sexuel ou de la performance sexuelle. Je veux dire, c'est multifactoriel, tout ça, le désir sexuel. Donc, ça ne veut pas dire que si on a haut niveau de testostérone, que tout va bien aller au niveau de notre sexualité. Dernière question, Sharon. Je suis célibataire, mais pas mal, mais je suis célibataire et j'aimerais rencontrer une femme. Comment lui expliquer mon cancer et l'impact de mon traitement sur ma sexualité et éventuellement sur notre sexualité? Écoutez, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'un dévoilement de soi, ça se mérite. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose dont on discute le premier soir quand on se rencontre, ni le deuxième, peut-être pas le troisième non plus. Je pense qu'il faut apprendre à se connaître, à savoir si effectivement on partage les mêmes goûts, les mêmes valeurs, ou en tout cas, on a envie de faire un petit bout de chemin ensemble. Puis de trouver le moment propice pour en parler, mais effectivement, je pense qu'il faut en parler avant de passer au lit. Et je pense que ça enlève aussi beaucoup de pression aux hommes de pouvoir en parler aussi avant. Ça crée moins d'anxiété de performance. Et souvent, ça soulage même l'autre personne de savoir qu'effectivement, on ne s'attend pas nécessairement à une performance ou à une pénétration. Moi, je n'en reviens jamais là, de cette espèce de vision qu'on a de l'homme performant. C'est comme l'homme sur un autel, en quelque part. Tu sais, si on pouvait seulement se débarrasser de cette espèce d'image-là dans la réalité des choses. Tu sais, je ne parle pas à la télé puis dans les films et tout ça. De toute façon, ce sont des actes artificiels. Mais dans nos réalités profondes, individuellement, dans nos relations avec les gens qu'on aime, avec la personne qu'on aime, il y a sûrement là-dedans, puis il y a la documentation qui le prouve, et votre discours aussi qui appuie tout ça, qui fait en sorte qu'éventuellement, on va arriver sans doute à trouver une espèce de bonheur là-dedans et de satisfaction mutuelle. Sharon Dugré, j'aimerais vous remercier sincèrement d'avoir accepté cette invitation, de peut-être embêter à quelques reprises pendant cette heure de diffusion, mais vous avez su répondre avec tact et intelligence à ces questions et nous aider à trouver des solutions aussi. Merci beaucoup, Sharon. Ça m'a fait plaisir, vraiment. J'espère avoir répondu à beaucoup de gens et je vous invite à me contacter pour les gens de la région de Québec si vous avez d'autres questions. Vous êtes au CHU de l'Université Laval, c'est ça? Oui, tout à fait. Bon, alors j'invite les gens de Québec à faire ça. Et pour ce qui est des gens d'ailleurs au Québec et d'ailleurs qui nous écoutent, allez chercher de l'aide. Quand on a besoin d'aide, il ne faut pas se gêner, il faut aller la chercher. Elle est là, surtout dans le contexte à travers lequel on passe en ce moment. Merci encore, Sharon. Alors, moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain Procure en parle jeudi prochain. Et jeudi prochain, il sera question de sommeil. Parce qu'on a abordé jusqu'à maintenant l'alimentation. On a parlé évidemment avec des uro-oncologues, toutes sortes d'experts. Aujourd'hui, il y avait Sharon avec nous. Mais la semaine prochaine, on va aborder la question du sommeil avec José Savard. Et j'espère que vous serez là. Si vous avez des questions, vous nous écrivez à info
procure.ca ou venez nous rejoindre les jeudis à compter de 16 heures sur procure.ca pour notre Procure en parle. Bonne fin de journée et portez-vous bien dans le cadre de cette épouvantable pandémie. Lavez vos mains, portez votre masque. Salut!